Bienvenue à tous et à toutes, Vous êtes avec Testeur de CBD je suis Oro. et moi c'est Ben. Aujourd'hui, nous recevons le producteur et marque French Touch CBD. Donc salut French Touch CBD, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu l'équipe ? Salut Oro, salut Ben, merci de nous avoir invités. Mais en fait, on est là, à l'antenne, on est Karine et Léa, donc infirmières et diététiciennes de formation. On est entouré de nos chéris respectifs Nico et Arnaud, qui sont pas là parce qu'ils bossent là, et qui gèrent entre frangins le vignoble familial. On est dans le Saint-Chignanais en Occitanie. Et donc là, tu as parlé du coup de vos maris et de vous deux, vous êtes que 4 ? Actuellement, nous sommes que 4. Moi, c'est Léa. Bonjour. Sur le démarrage du projet, on était 5 sur l'équipe fixe et après, on a été aidé aussi de 2 personnes fins connaisseurs dans le milieu. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les origines du projet, son acheminement, comment est-ce que ça a commencé tout ça ? En fait, tous les 4, nous, on s'est vraiment dirigé vers le chanvre suite à des besoins personnels en soulagement de douleur. Comme on a dit au début, avec Léa, on est dans le milieu médical. Et du coup, on n'arrivait pas à trouver autour de nous des produits qui nous convenaient avec le CBD. Et donc, on a décidé l'année dernière de cultiver notre propre chanvre afin qu'il soit possible de contrôler toutes les étapes de la plantation à la transformation. Nous, il y a une question qu'on aime bien poser, c'est quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées jusque-là dans votre projet ? Comme c'est une première année et que c'était pas forcément une plante qu'on connaissait au préalable, ça a été un petit peu une année test, donc avec quelques problématiques, c'est-à-dire la période de plantation, la connaissance un petit peu des besoins de la plante. Donc on était assez en réactif cette année, c'est-à-dire c'était un problème, une solution. On n'a pas eu de gros soucis, ça a été, on va dire, plus sur la fin de la culture, après la découverte par exemple de chenilles, donc comment réagir et comment ne pas perdre toute la plantation. Mais au préalable, on avait assez bien préparé le terrain tous ensemble. On a eu beaucoup d'agriculteurs qui nous ont dit que le souci principal c'était souvent l'argent. Ils faisaient des appels aux dons pour avoir de l'aide, etc. Est-ce que c'était votre cas ? Alors non, ça n'a pas été notre cas pour nous, étant donné qu'on avait déjà une grande exploitation agricole avec le matériel qu'il fallait. On a fait avec nos mains, donc on n'a pas forcément employé du monde. On a tout fait en manuel. Donc pas besoin de machine. Pas besoin de machine, voilà. On avait les reins un peu solides via le vignoble pour pouvoir investir. Pas à grosse échelle, mais voilà, on a fait qu'un demi-hectare, donc il n'y avait pas non plus d'énormément de besoins en termes d'investissement. Voilà, c'était pas le frein, c'était plus finalement s'entourer de personnes qui pouvaient nous amener la connaissance un peu plus et sur la culture en elle-même. Quand vous avez commencé à vous lancer dans le chanvre et dans le cannabis, vous n'avez pas des proches ou des clients qui étaient choqués ou surpris Alors bonne question, c'est-à-dire que moi-même par exemple, c'est-à-dire qu'un jour mon mari qui avait déjà bien mûri la question est arrivé en me disant en discutant avec mon frangin, avec un ami, on s'est dit que pourquoi pas, on a des terres agricoles, est-ce qu'on ferait pas notre propre chanvre ? Donc moi, sur le moment, j'ai tout de suite pensé aux enfants qui sont à l'école primaire, au collège, et on fait partie d'associations, on est un petit village. Donc effectivement, j'ai pensé à l'image. Il a fallu dédramatiser en se disant, écoutez, il y a un côté aussi militant et faire connaître les bienfaits d'une plante comme de la lavande, de l'hélicryse. Il y a le chanvre CBD. Donc il fallait l'intégrer pour pouvoir bien en parler. La première démarche, ça a été notamment d'aller présenter le projet à la maire du village et de faire venir la gendarmerie pour vraiment montrer le sérieux en fait du projet. Et après, ça a été aussi d'expliquer à nos enfants en détail ce qu'on faisait. Moi, j'ai un fils qui est au collège et voilà, c'était des blagues genre tu fais de la drogue, donc il a vraiment fallu discuter avec lui pour lui expliquer que c'est un discours qu'il doit pas avoir et justement lui expliquer le bon discours que lui devait relayer justement au collège parce qu'on est vraiment un petit village donc tout se sait très rapidement et du coup ça s'est plutôt bien passé avec les enfants aussi. Oui, et l'entourage même finalement. On a pas mal de personnes qui viennent se renseigner et on est plutôt ravis de l'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Ouais, c'est super intéressant. Après, le côté positif aussi qu'on a pour nous, c'est que Léa et moi, on est déjà du milieu médical, donc c'est rassurant. Et on est des femmes, donc ça y joue aussi. Ouais, mais c'est vrai que du coup, votre point de vue en tant que femme, là, c'est intéressant à entendre et en tant que mère encore plus, ouais.
fils à Léa qui est au primaire, qui a demandé pour faire un exposé sur le CBD à l'école. Donc voilà, c'était très drôle. Génial. Il voulait amener des fleurs à l'école. Alors, en fait, ça c'est un son de cloche qu'on entend de plus en plus. On a aussi interviewé d'autres agriculteurs, comme dit. Certains font des portes ouvertes à la ferme, mais ils sont assez aussi surpris du résultat, effectivement, de gens qui viennent et qui se déplacent, qui reviennent les voir et tout, sous couvert de l'excuse un peu que c'est du chanvre et du cannabis en général. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit et du coup, c'est assez génial. Je vais rebondir sur la question suivante qui concerne la FPC, qu'on soutient activement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'ils ont pu vous apporter jusque-là ou inversement, ce que vous avez pu leur apporter, votre relation en général? Alors en fait, ça a été pour nous intéressant, on s'y est mis de suite sur la FPC, on a été de suite en lien surtout avec Fabien. Ça nous a permis de dédiaboliser pour nous les femmes qui connaissons pas bien cette plante. Maintenant, on est persuadés qu'en étant dans cette association, ça nous permettra d'aller plus loin aussi. C'est vrai qu'il y a un an, on était encore novices sur la plante, donc on est encore un peu, on va pas non plus se jeter des fleurs, entre guillemets. Mais on a beaucoup appris, notamment grâce à les membres de la FPC. Ça nous a permis d'être plus efficaces sur notre culture, mais surtout aussi sur les infos, tout ce qui était législatif, parce que c'est pas forcément évident et c'est un peu apeurant, cette législation-là. Si je peux me permettre, moi c'était vraiment au démarrage un côté aussi sécurisant de sentir, de faire partie en fait d'un groupe et avec des personnes qui sont convaincues, passionnées, en connaissance. Donc de pouvoir échanger, au début c'était des questions très simples de manière à se rassurer. Et puis ensuite, au fur et à mesure nous-mêmes de notre développement, on rentre aussi dans des questionnements plus techniques. Pour notre part, c'était vraiment, comme disait Karine, un besoin un peu plus législatif ou sur la culture en elle-même. D'un autre côté, on a, nous, notre côté autodidacte, on va dire, sur tout ce qui est packaging, marketing, commercial. Donc, quand il y a des questions, par exemple, sur les étiquetages ou les allégations, c'est des choses sur lesquelles on peut apporter un peu notre soutien. Maintenant, j'avoue que c'est une histoire de temps, des fois, qui nous freine, en fait, qui nous limite parce qu'on a la tête dans le guidon. Donc peut-être dans le futur, si on peut avoir une aide plus importante, ça pourrait être intéressant de notre part, quoi. En fait, ils ont vraiment rempli leur rôle d'association, pour le coup, à vous inclure dans un groupe plus grand, rassurer, apporter des solutions et un soutien juridique, quoi. Complètement. Et puis c'est ce panaché de personnes avec des compétences différentes qui est intéressante. Il y a vraiment des personnes qui sont très techniciens, avec de très bonnes connaissances sur la plante et la culture, ce qui n'était pas notre cas. Puis d'autres qui vont être plus doués sur la partie commerciale, qui sont très au clair sur la législation. Donc ça nous a vraiment aidé à avoir des fleurs de qualité sur la production qu'on a pu, sur notre première production. Après le bémol, pour moi, ça serait un peu beaucoup de communication sur WhatsApp. Et du coup, c'est vrai que si t'es pas disponible pendant 3 jours à regarder le WhatsApp, tu te retrouves vraiment inondé de beaucoup de messages et tu passes peut-être à côté d'informations vraiment très importantes. En fait, donc si on résume un peu entre votre présentation, la FPC, tout ça, vous êtes parti du fait que vous avez des terres viticoles, et vous avouez du coup sans concession que vous n'êtes pas du monde du chanvre du tout à la base. Donc c'est venu comme une idée ou comme une opportunité, quoi? Alors, bonne question, effectivement. Alors, j'ai pas creusé, mais malgré tout, je pense que nos maris, dans leur jeunesse, connaissaient quand même la culture du chanvre, pour pas l'avouer, on va dire. Mais effectivement, ça a été, comme tu dis, la rencontre entre la nécessité et l'opportunité, finalement. À la base, vous aviez parlé que vous étiez malade. Exactement, ouais, on est porteur de différentes pathologies, dont moi une pathologie auto-immune, avec du coup qui crée beaucoup d'angoisse et de douleur. Sur mon beau-frère, donc Arnaud, des gros problèmes de dos. Avant de planter, on était déjà consommateur de CBD sous différentes formes, donc soit pour Arnaud sur le fumant, moi plutôt sur des huiles, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous, avant que vos maris vous en parlent, vous aviez entendu parler du phénomène CBD. Est-ce que ça vous était passé au-dessus, vous étiez passé à côté, ou alors pas du tout? Personnellement, je parlerai pas de phénomène en ma connaissance, c'est-à-dire que je l'ai vraiment découvert quand on était dedans. Je connaissais le CBD, comme disait Karine, par le fait que mon entourage le consommait, pas moi-même, par chance, et je touche du bois, tout va bien. J'ai pas de besoin, entre guillemets, dans le côté bien-être, mais j'étais pas au courant du phénomène. Et à partir du moment où on a eu le nez dedans, c'est vrai que là, que ce soit un peu, la télé, les CBD shops, etc., je me suis rendu compte de l'ampleur et des limites aussi.
Au final, ce phénomène entre guillemets de mode qui est arrivé en même temps où on a planté, nous on n'en avait pas conscience. Et c'est quelque part ce qui nous dérange un peu parce que les gens ont l'impression qu'on a sauté sur l'occasion parce que c'était un phénomène de mode, alors que vraiment pas du tout. Nous, on s'y est vraiment intéressé pour un effet bien-être et on est au départ déjà consommatrices de produits, nous, 100% naturels, c'est-à-dire qu'on se soigne en gémothérapie, en huile essentielle. Oui. Donc c'était vraiment une démarche qu'on avait déjà dans notre quotidien d'utiliser les plantes. Oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est ça que je voulais vous faire dire. Oui, tout à fait. Ah bah ça, que ce soit familialement ou même par exemple moi personnellement dans l'enfance, dans notre hygiène de vie, on est convaincu des bienfaits des plantes et des soins au naturel, tant que faire se peut, hein, bien sûr. Mais ça fait partie de notre quotidien. Et même, par exemple, Karine qui est infirmière, mais moi diététicienne, ça part aussi de l'alimentation et donc consommer sain, quoi consommer à quel moment. Enfin, ça, c'est des choses qui sont intégrées dans notre vie. Ça fait un pont assez efficace, les personnes qui consomment déjà des plantes, qui utilisent déjà l'aromathérapie dans leur vie. Complètement, et c'est aussi, quand on parle d'effet de mode, il y a aussi ses dérives. Donc c'est aussi dans le discours que l'on porte, nous, en présentant le chanvre en général et puis nos produits. Une même plante peut être bonne et tout l'inverse selon comment elle a été cultivée et amenée à bout. Donc c'est vraiment un discours et une éthique finalement qu'il faut mettre en avant. Ouais, justement, la qualité des huiles essentielles, par exemple, d'une marque à une autre, ça peut être de la merde comme ça peut être génial. Et il y a des marques à éviter. C'est vrai que Complètement. c'est devenu un peu un business de niche, l'aromathérapie, les plantes. On en voit de plus en plus, même en pub sponsorisée sur Instagram. Ça fait peur des fois. Tu parles d'une marque à l'autre et d'un bio à l'autre aussi, parce que C'est ça. l'effet bio aussi, c'est amener un peu la connaissance pour éviter de tromper le consommateur et les mettre en confiance. Et le problème, c'est que il y a des produits qui peuvent, il y a des personnes qui vont peut-être dire ah non, moi j'ai essayé, ça va pas du tout, j'ai eu des migraines, des choses comme ça, parce que c'était pas le bon. Et le tout, c'est d'essayer d'orienter en disant regarde, voilà, renseigne-toi vraiment sur les produits et le naturel du produit pour prendre ce qu'il faut et qui fera du bien. Alors justement, parlons un petit peu produits. Donc chez French Touch CBD et aussi avec les artisanes de Marie-Jeanne, vous proposez plusieurs types de produits. Vous avez des fleurs, vous avez des résines, de l'huile, tisanes, produits de cuisine, je crois que vous avez même des bonbons. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre collaboration et de la conception des produits que vous proposez ? Ouais. Alors en fait, French Touch CBD, c'est la société entière qui s'appelle comme ça, donc qui englobe aussi les garçons avec la production. Avec Léa, nous, c'est un peu diversifié, c'est-à-dire qu'on a voulu pouvoir proposer, faire bénéficier au plus grand nombre des multiples bienfaits naturels du chanvre et en faisant des produits transformés avec du coup notre expertise et de la fiabilité. Pour l'instant, on a diversifié nos produits que sur la partie alimentaire. Donc on a les fleurs d'un côté qui restent sur la marque French Touch et nous on a toute la marque les artisanes qui est sur la partie bien-être. Donc on est pour l'instant que sur la partie alimentaire, on s'est pas encore penché, enfin on aimerait bien sur la partie cosmétologie, mais ça on verra plus tard parce que les normes législatives sont un peu complexes et on peut pas être partout en même temps. Dans un premier temps, on a sorti en fait l'été les tisanes qui étaient incontournables avec 20 à 25% de fleurs et de feuilles. Je me permets, donc au début on voulait faire vraiment les produits nous-mêmes, donc c'est vrai que comme dit Karine, les thés et les tisanes c'était la porte d'entrée qui en fait peut s'adapter à tout à chacun et qui pour nous était aussi faisable, c'est-à-dire à domicile on a une structure, on a quand même des locaux pour pouvoir confectionner de manière dans des normes d'hygiène et de professionnalisme. Donc on a commencé sur ces thés et tisanes avec des synergies de plantes parce qu'on parle du bienfait du chanvre, mais on voulait aller vraiment sur la branche des effets d'entourage avec d'autres plantes pour travailler sur par exemple le côté pectoral, sur l'émotionnel, sur plutôt l'apaisement, le sommeil, la détox par exemple du corps. Donc on a 25% de chanvre dans chaque paquet de thé ou tisane. Et ensuite, c'est d'autres plantes sélectionnées. On a mis 2 mois à trouver des plantes bio et françaises pour vraiment confectionner nos thés et tisanes. Le but, c'était vraiment pas d'aromatiser notre chanvre, c'était vraiment bien de potentialiser l'effet médicinal avec d'autres plantes, avec notre chanvre, voilà. Donc on travaille avec des plantes comme la lavande, la badiane, la mélisse, le cassis, l'artichaut, la réglisse, voilà, et bien d'autres qu'on a sélectionnés. Après les thés, les tisanes, on a décidé de créer des mélanges d'épices culinaires avec 20% de chanvre. Alors moi j'étais déjà consommatrice du lait d'or qui est à base de curcuma, gingembre, poivre noir que j'utilisais pour les douleurs inflammatoires.
liées à ma pathologie. Du coup, on a mixé nos fleurs pour en faire comme une poudre, comme une épice qu'on a mélangée justement avec le curcuma, gingembre, poivre noir. Et d'autres épices secrètes pour garder nos recettes. Voilà. Et donc voilà, on a décliné trois mixtures culinaires. Voilà. En fait, en plus, on s'est dit que rajouter le chanvre comme il est liposoluble, il se marie vraiment très bien avec l'alimentation parce que dans la plupart du temps, quand on cuisine, on met un corps gras. Et donc, ça trouvait vraiment très bien sa place dans les gâteaux, dans les boissons lactées, les marinades. Et voilà, chacun peut utiliser nos épices au gré de ses envies. Est-ce que pour les associations de plantes, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est déjà pas formé mais qui a déjà de l'expérience ou vous êtes renseigné sur le tas? Personnellement, en utilisant déjà tout ce qui est huile essentielle, bourgeons de plantes, extrait de bourgeons de plantes et puis les tisanes de verveine qui est plantée dans mon jardin, de lavande, de sauge, voilà. C'est des plantes de base qu'on a connues par l'intérêt personnel et ensuite on a approfondi bien sûr par des lectures ensemble pour pouvoir cibler des besoins plus particuliers, quoi. Ouais, parce que c'est tout un domaine. Moi, avec ma copine, on s'intéresse énormément à l'aromathérapie. Ça fait déjà des années qu'on ne se soigne qu'avec ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand il faut associer deux huiles ensemble, ou c'est pour une utilisation qu'on n'a pas trop pratiquée, on est toujours en train de vérifier les informations parce qu'on n'est jamais sûr. Oui, complètement. Bah, ça, alors il y a le côté plante. Après, les huiles, par exemple, de ma formation diététicienne, je connais déjà les bienfaits de chaque huile, on va dire, à quel moment on utilise quelle huile, si c'est parce qu'on a un besoin en oméga 3, en oméga 6, plutôt en oméga 9, les utiliser plutôt crus, enfin voilà, on va dire dans un équilibre alimentaire. Ça, c'est plus pour le côté huile. Ensuite, pour les plantes, effectivement, quand on a un doute, voilà, c'est de la lecture. Après, j'ai une amie très proche qui est naturopathe aussi. Donc, les infos, on peut les avoir assez rapidement au besoin. C'est plus en cultivant le chanvre que vous avez appris des choses sur votre travail de diététicienne et ou infirmière? Ou alors est-ce que c'est votre travail d'infirmière et de nutritionniste ou diététicienne qui vous a beaucoup plus aidé pour le chanvre? Est-ce qu'il y a un côté qui vous a aidé plus que l'autre ou vous avez appris plus que l'autre? Alors, je dirais un peu les deux, c'est-à-dire que le travail d'infirmière et diététicienne, c'est en tout cas le fait d'être convaincu que des plantes, des produits naturels, dont le chanvre donc peut amener un bienfait dans une hygiène de vie. Donc ça, on n'avait pas besoin que quelqu'un nous l'argumente. Donc c'est-à-dire qu'on est assez sécurisé avec ça. Après, le chanvre, on l'a connu finalement suite à la plantation. On a appris de la plante les termes de trichome, de terpène. Bon, terpène, bien que c'était déjà dans notre discours, mais je veux dire, on a appris aussi de la plante et donc des principes actifs. J'avouerais même que voilà, ça a été sur le moment qu'on a pu vraiment découvrir plus profondément, plus en profondeur, sans parler de l'utilisation. Je pense que des fois, il y avait de l'utilisation sans forcément connaître le fonctionnement, alors qu'en le travaillant, on est allé rechercher le système endocannabinoïde, comment ça fonctionnait sur les récepteurs, donc vice-versa finalement. Ouais, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est du coup qu'en faisant de cette aventure-là, vous avez pu compléter toute une liste de connaissances que vous aviez déjà de par vos travails respectifs, quoi. Ouais. Et... Ouais, c'est intéressant du coup. De l'autre sens, je me dis, moi, si je me balade sur votre site et que je peux acheter une tisane faite par une diététicienne, en fait, du coup, ça crée une sorte de cercle vertueux, quoi. C'est intéressant. Complètement. C'est l'idée que tu as pointée. C'est l'idée, et puis on a aussi une connaissance du corps humain au départ, alors même sans faire d'allégations thérapeutiques, parce qu'on peut pas le faire. On connaît la plupart des pathologies, donc les gens qui viennent vers nous, qui nous parlent de leur pathologie, même sans parler du chanvre, déjà on peut être à leur écoute facilement et comprendre ce qu'ils vivent et peut les orienter plus facilement sur telle huile, plutôt les bonbons, plutôt voilà. Ça nous permet aussi cette connaissance d'être entre guillemets meilleur commercial, même si j'ai pas l'impression de faire du commercial, puisqu'on parle vraiment avec notre une écoute. C'est notre écoute et notre savoir, quoi. Voilà, on n'a pas de stratégie commerciale en fait quand on discute avec les gens. Votre journée type ou ce qui constitue le gros de votre travail, c'est l'élaboration de ces recettes et du coup trouver après le produit bio qui va bien avec le bon fournisseur si vous l'avez pas vous et créer des recettes, quoi. Ouais, alors en fait ça, on pourra pas donner tout de suite une journée type parce que on est assez, on part sur une idée puis souvent on est détourné, on fait autre chose.
Par contre, sur les produits, on voulait vraiment avoir un produit fini et pro avant de les mettre vraiment en vente. Donc, par exemple, sur les recettes de tisane, on a mis peut-être un peu plus de 2 mois à les travailler. On n'en a pas vendu une, réfléchi une seconde, etc. On a réfléchi la gamme en entier. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des nouveautés dans les temps à venir, mais on voulait déjà une gamme assez développée pour pouvoir ensuite les proposer et avoir du choix, voilà, que ce soit pour le particulier ou des boutiques. Donc ça a été fait en amont. On a fait en amont aussi une enquête pour savoir ce que les gens recherchaient aussi, est-ce qu'ils connaissaient le champ. Voilà, on a eu pas mal de retours. Je crois qu'on a eu 300 personnes qui nous ont répondu à notre enquête, qui nous ont permis aussi de s'orienter un peu plus sur pour quel bienfait voilà, ils souhaiteraient consommer le chanvre et donc avec quelle autre plante on allait les mettre en synergie justement pour que ça fonctionne encore plus, quoi. Moi, je voulais vous parler un petit peu des fleurs. Vous proposez 6 fleurs, du coup, sur votre site. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les noms que vous leur avez donnés. La lumineuse, la savoureuse, la généreuse, la délicieuse, la chaleureuse, la rêveuse. C'est des sous-titres qu'on a vus sur certaines variétés des plantes de Thomine. Donc, il y a un autre chanvrier français qui, eux, ils avaient mis, je crois, l'estivale, la déesse, etc. Comment vous êtes amené à les appeler de cette manière et comment est-ce que vous avez trouvé vos 6 variétés? Alors en fait, pour les noms, ça a démarré par les tisanes. C'est-à-dire que les tisanes, on a voulu mettre des tisanes qui finissaient en ante. Donc on a la relaxante, la détoxifiante, la rassurante. Donc on a fait cette gamme. Et ensuite, sur les fleurs, on s'est dit, on va rester dans le même ordre d'idées sur le nom, voilà, plutôt d'effet, enfin quelque chose un petit peu qui soit rêveur, on va dire, dans les noms et abordable par tous, parce qu'il y a certains noms techniques qu'on retrouve, des personnes qui sont pas forcément, il y a la machine, excusez-moi. Les consommateurs anciennement de chanvre, c'est des noms qui sont pas forcément parlants, qui peuvent faire peur. Donc on trouvait que pour des personnes qui avaient envie d'utiliser les fleurs pour se faire des infusions, se faire des recettes, des choses comme ça, c'était un peu plus abordable par tout à chacun que des noms comme des gorillas, des choses comme ça. Au niveau des variétés, en fait, on est parti sur 3 variétés, donc on va pas la prendre, mais c'est très compliqué en France au niveau des variétés autorisées. Donc on est assez restreint déjà dans le choix. Ça a été nos hommes qui sont partis vraiment sur la sélection parce qu'au démarrage, perso, on n'y connaissait pas grand-chose. Donc on est parti sur 3 variétés au démarrage et on a en fait différents terroirs. On a un terroir argilo-calcaire, un terroir plutôt de schiste. Donc on a semé à différents endroits du domaine et c'est ensuite au niveau de la récolte et du séchage aussi. Il y en a certains qu'on a fait donc après séchage, on a fait des curings plus ou moins longs et c'est comme ça qu'on a diversifié les variétés de fleurs. Et en fonction des analyses aussi. Des taux de CBD qu'on a pu avoir suite aux analyses. En partant de ces 3, vous avez réussi du coup à en isoler 6 au total. Voilà. Ouais, parce qu'on en a planté, en fait, on est sur un terroir, nous, qui est en plaine et en coteau. Et en fait, la parcelle que l'on a sélectionnée était moitié coteau, moitié plaine. Du coup, on a planté les 3 variétés sur des coteaux, les 3 mêmes variétés en plaine. Et du coup, on s'est retrouvé avec des résultats différents au niveau des analyses. Par rapport à l'ensoleillement, au vent, voilà, la pluie que ça peut prendre, même à l'infection par rapport aux insectes aussi, ça a été différent. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec 6 variétés. Oui, c'est nous qui avons finalement différencié à ce moment-là. Et en fait, pour en revenir à ce que dit Karine, c'est-à-dire qu'on est sur une culture outdoor. On est très... on est vraiment dans une éthique terroir. Nos plantes vont vraiment agir, c'est-à-dire que même 2 plants côte à côte peuvent agir complètement différemment en fonction de ce qu'ils vont puiser dans le sol, recevoir comme ensoleillement, être pollinisés. Enfin, je veux dire, sur une même parcelle, on va vraiment avoir des résultats différents, même sur une semence ou une variété similaire, quoi. Vous travaillez donc sur un sol argilo-calcaire. Est-ce que vous pouvez nous parler des différences et des particularités que ce type de sol peut apporter à vos productions, que ce soit les fleurs ou d'autres plantes d'ailleurs? Ouais. Alors après, sur la partie technique, on a nos limites. Voilà, on a nos limites parce que c'est nos maris, enfin c'est Nico et Arnaud là qui gèrent la partie, qui connaissent vraiment très bien le terroir et qui nous ont vraiment conseillé. Ce qui est sûr, c'est que sur la partie qui était plus argilo, ça garde un peu l'humidité, donc ça demande beaucoup moins d'arrosage. Et après, sur la partie qui est un peu plus schiste, du coup, il y a plus... c'est sur la minéralité, voilà, ouais. Les terrains vont être plus ou moins secs, mais après, ça vient aussi jouer sur
la force finalement de la plante Le caractère. et le caractère de la plante de se maintenir et de faire corps vraiment avec le sol. Donc c'est aussi hyper intéressant à voir. Maintenant, c'est vrai qu'on aura peut-être nos limites en termes techniques à ce niveau-là. C'est pas un souci. Vous répondez comme vous pouvez et puis on fera avec ce qu'on a. Justement, chaque producteur a des manières de travailler différentes, sans parler des détails et des secrets de fabrication. À quoi ressemble votre manière de cultiver? Des choses que vous pouvez nous dire sans vos maris. Alors, à quoi ressemble? Donc, déjà, à partir du moment où on a dit on plante du chanvre, oui, on plante du chanvre 100% naturel et manuel. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment mettre la main à la pâte, suivre, c'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle quotidien à la loupe, on voulait pas de pesticides, enfin voilà, ça c'était la base en fait, hein, c'est vraiment en croisant les doigts pour qu'on puisse la mener à terme, mais en tout cas le plus naturellement possible. On avait une personne dans notre équipe qui était déjà un passionné, qui les appelait mes bébés, il leur parlait à nos plants parce qu'il est convaincu du fait qu'elles prennent les bonnes ondes pour pouvoir pousser. C'est-à-dire que même on a eu un problème de chenilles, on s'est fait aider là d'amis pour aller retirer à la main plutôt que d'aller projeter un produit qui tuerait tout et qui tuerait même le sol pour les cultures suivantes. Tu parlais du coup de votre ami qui parlait à vos plantes. Ça a été prouvé, hein, que ce soit la musique ou que ce soit parler aux plantes, dans le vin et pour d'autres plantes, ça a été démontré, hein, que ça avait une petite efficacité quand même. Ouais. On est convaincus, ça a marché, hein, on a des choses de qualité. Hein. Ouais, mais on les a bichonnées jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment des plantes, même quand on les a cueillies, on a essayé de pas trop les toucher. On les a manicurées tout à la main, voilà, au ciseau. On les a fait sécher, mais sans les coller les unes aux autres. On les a laissées dans le noir pendant 2 mois. D'ailleurs, avec Léa, on a passé 2 mois avec des lampes vertes pour pas qu'elles voient la lumière. Justement, ça me fait penser à une question qui revient souvent auprès de tous les producteurs et agriculteurs. Est-ce que c'est une galère pour rester dans les taux? Eh ben, nous, on n'a pas eu de problème. Alors, on n'a pas eu de problème. Maintenant, on croisait les doigts parce que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, sauf au niveau de la culture. Donc là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai appris sur le terrain, mais donc je reviens sur la personne et nos maris aussi, hein, qui connaissaient un peu plus les plantes et la personne qui nous a aidés. C'est-à-dire que c'est vraiment un contrôle quotidien. Donc, on a bien sûr une idée à peu près du moment de la maturité au niveau de la culture. Et là, en fait, c'est vraiment cette transformation visuelle sur notamment les trichomes qui prennent une couleur un peu plus marron. Enfin, donc nous, ce qu'on a appris, c'est que vraiment, il faut la contrôler au quotidien et il y a un moment phare où il faut la récolter. Notamment avec ces variétés, ce qui est difficile, c'est que on peut pas monter très fort en CBD au risque d'avoir le THC qui va au-delà du pourcentage autorisé. En savoir qu'on est sur un climat méditerranéen quand même. Donc en fait, on fait déjà une récolte précoce. Il faut qu'on fasse très attention parce que la chaleur peut faire vite monter les taux en fait. Ouais. Et donc voilà, il y avait vraiment ce contrôle. Donc le moment où on a décidé, c'est aussi parce qu'on voyait les pluies arriver. Il y a tout ça à prendre en compte aussi en étant en outdoor. C'est-à-dire qu'on s'approchait, nous c'était vraiment, on va dire début octobre, donc d'une humidité qui allait venir, donc que ce soit pour la récolte ou le séchage, ça devenait un petit peu insécurisant. Il faut savoir jouer avec tous ces paramètres. Donc le choix a été fait donc début octobre, analyse juste avant séchage, analyse pendant et après. Et à chaque fois qu'on reçoit les résultats, on croise les doigts et cette année, disons qu'on s'en est bien sorti. Ouais, c'est plutôt bien fait. J'aimerais vous poser une question. Vous avez déjà essayé de faire de la transformation pour faire de la résine? Et non, alors parce que justement tout à l'heure vous parliez que sur le site il y avait fleurs et résines, on n'a pas encore les résines. Quand on a fait le site, on pensait le faire. C'est plutôt un manque de connaissances, d'outillage, de conseils qui pour le moment on peut pas être partout et on l'a laissé de côté. Avec le temps, j'ai rencontré pas mal de producteurs, que ce soit des Français ou des Suisses, et c'est vrai que la concentration des taux quand on fait une résine, on est facilement hors taux. Il n'y a pas tous les producteurs qui proposent des résines parce que c'est pas si simple. Effectivement, et on veut vraiment pas nous se mettre en porte-à-faux, prendre des risques, à tout perdre peut-être parce qu'on va se retrouver avec un produit qui serait pas dans le cadre. Donc pour le moment, on a préféré l'évincer, même si on sait que c'est quelque chose qui peut être justement qui est très concentré, qui peut être très bénéfique et d'une utilité complémentaire. Mais on n'est pas encore assez tranquille avec ça. Enfin, on pourrait pas le gérer en fait.
Vous êtes plus dans l'esprit d'élargir votre gamme que de forcément dans l'innovation ou trouver d'autres produits, quoi. En fait, de faire forcément des résines ou quoi, vous êtes plus dans l'optique de trouver des nouvelles recettes, par exemple de tisane, que d'aller chercher nécessairement l'innovation ou des nouveaux produits ou quoi. Alors pour l'instant, ça fait que 3 mois en fait qu'on a vraiment lancé notre gamme. Enfin, c'était. Ok. En plus, on est tombé à la bonne période, c'est-à-dire qu'on a sorti notre gamme le 15 décembre. Donc on a eu une petite frayeur, petite suée le 31 décembre. Bon, derrière, on a rebondi, hein, mais vraiment en 3 mois, on a vraiment sorti énormément de produits. Et je pense que pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a fait là on va vraiment s'appuyer là-dessus. On est persuadé des effets des produits que l'on commercialise. On a vraiment des très très bons retours. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus, stabiliser un peu tout ce qu'on fait. On n'a pas forcément d'autres recettes en cours. Comme je disais tout à l'heure, peut-être on serait partante pour des huiles de massage. Mais là, ça relève de la cosméto, c'est des normes de législation qu'on n'a pas encore totalement intégrées. Pour l'instant, on va rester sur sur la grande partie alimentaire qu'on a déjà développée, parce qu'en plus de ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a aussi les berlingots. On a développé aussi une huile d'olive chanvrée. Donc c'est vraiment on travaille à chaque fois avec des producteurs locaux qui sont vraiment autour de nous. Et on a, par exemple, cette huile d'olive, on l'a fait avec un mas qui est à côté de chez nous et qui a fait par extraction à froid. Donc c'est pas une macération. Donc voilà, vraiment la plante, elle a ressorti vraiment tout ce qu'elle avait de bon, quoi. C'est vraiment pas, tout ce qui est aromatique, et on se retrouve vraiment avec une huile d'olive vraiment sympa et qui vient un peu sublimer les repas, le plat que tu viens de cuisiner, quoi. Pour en revenir à votre culture, votre choix de culture extérieure, c'est un choix logistique, stratégique. Vous n'avez pas envie de faire de l'indoor ni de la serre. Alors ça, au départ, c'est déjà parce qu'on a les terrains pour. Il y a beaucoup d'éthique aussi là-dedans. Pour nous, on est persuadés que pour qu'une plante elle soit au top, il faut qu'elle ait vu le soleil, qu'elle ait de la pluie, qu'elle ait du vent, qu'elle ait des insectes, qu'elle ait un terroir, qu'elle ait une vraie terre, voilà. Qu'elle vive en fait. Donc c'est pas notre parti pris d'être sur du indoor du tout, parce qu'on est vraiment sur le d'éco-responsable. Alors après, chacun fait comme. Mais nous, on est vraiment l'outdoor, voilà, on est vignerons, donc on a déjà pas mal d'hectares et il faut que ça vive, voilà. Vous vous êtes fait un ami là. Après, la serre, à la limite, mais bon, bof. Mais encore une fois, on est sur un climat méditerranéen et ça serait incontrôlable au niveau de la chaleur, des températures. Celle-là, je la pose pour notre copain Jim. Est-ce que vous, en tant que simple consommateur, là, pour le coup, peut-être, est-ce que vous trouvez ou observateur même, est-ce que vous trouvez des similitudes frappantes entre le vignoble et le chanvre? Alors c'est rigolo parce qu'on s'amuse en tout cas à faire cette analogie. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez regardé un peu l'Insta. Il y a une photo à un moment de nos maris qui dégustent les fleurs. On parle vraiment de dégustation, comme on parlerait de dégustation de vin. Donc on avait ce qu'on appelle un cercle aromatique c'est-à-dire en papier, hein, quand je parle de ça, avec toutes les possibilités d'arômes primaires, secondaires. Donc fleur par fleur, ils ont senti, goûter infusé, goûter non infusé, bref, et on a essayé vraiment ensuite dans la description sur notre site d'aller sur cette orientation-là en utilisant les mêmes termes que pour des arômes du vin et aussi sur les mêmes termes dans la culture, donc de terroir aussi, de ce que ça peut donner sur les fleurs. Il y a aussi sur la partie curing, nous c'était très important, c'était primordial pour nous de faire un affinage au top. Donc on a fait 2 mois de curing avec tout le process que ça incombe, c'est-à-dire d'ouvrir, fermer, de regarder les taux d'humidité, la température et tout ça. Et après c'est vraiment un processus en fait qu'on maîtrisait déjà avec le vin parce que nous on le fait vieillir en barrique notre vin. Donc vraiment c'est vraiment pour nous très important cette partie de curing qui nous fait vraiment penser un élevage en fût. Je voulais vous demander du coup, vu que vous avez l'air un peu de connaître le vin. Est-ce que vous reconnaissez que le monde des terpènes contenus dans le cannabis est infini par rapport aux propositions du vin? Et complètement, puis je pense qu'on en connaît très peu finalement. Et ça aussi, en fait, ça aussi, c'est ce qui nous fait rebondir sur le fait que on s'amuse et c'est passionnant parce qu'on en apprend tous les jours. On n'a pas toujours le temps. Par exemple, on voulait justement sur le site mettre une petite actu sur la connaissance des terpènes et leurs bienfaits parce que c'est aromatique, mais il y a aussi des bienfaits. Ça, il faut le faire savoir et nous-mêmes on apprend aussi. Donc on a bien sûr la base avec le vin, mais il y en a encore plus avec le chanvre. Enfin pas plus parce qu'il y a énormément de cépages et de variétés, mais c'est infini comme tu dis.
Et c'est passionnant, finalement, de s'y pencher. D'ailleurs, pour rebondir et revenir un peu sur les terpènes, sans du tout jeter la pierre, mais c'est-à-dire que nos fleurs outdoor qui ont leurs terpènes, qui ont été développées parce qu'elles ont vécu durant leur culture finalement, hein, c'est la variété, mais c'est aussi ce qu'elles subissent et ce sur quoi elles doivent se défendre, la pollinisation qu'il y a eu. Enfin, quand je parle ça, je parle de certains insectes, pas de... mais qu'on n'a pas forcément sur les fleurs indoor, c'est-à-dire que c'est des arômes qui seront pas forcément, j'ai peur de dire une bêtise, mais moins de caractère peut-être. Voilà, peut-être avec moins de plus subtil, pas moins de caractère, plus subtil, c'est-à-dire qu'on va peut-être trouver sur des fleurs de chanvre CBD indoor, on parle de fraises, on parle de bubble, on parle de bananes, je sais pas, des arômes que tu peux retrouver dans les bonbons. C'est pas ce qu'on va forcément avoir sur la fleur outdoor, mais bon, qu'est-ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Donc après, ça c'est vraiment aussi une clientèle très différente. Je suis bien d'accord avec ton discours en partant des terpènes. L'extérieur, le soleil, ça a été prouvé par des growers de plus de 70 piges qui disent tous, il y a rien qui battra la nature. Bien sûr. Des pieds en... le seul truc qui est pas mal, c'est la serre qui laisse passer la lumière avec des lampes. C'est un nouveau truc qu'ils font aux États-Unis où ils mélangent du coup les deux cultures. Ouais. Là, apparemment, c'est vraiment cool en termes d'apport pour la plante parce qu'elle a le soleil plus de l'éclairage artificiel. Et les résultats apparemment sont géniaux, hein. Mais vous avez fait le bon choix de pas faire de l'intérieur. C'est vrai que de plus en plus les gens défendent l'exté. Moi je trouve qu'autour de moi il y a que des gens qui font de l'inté et c'est souvent à cause de la législation. Et oui. On le sait, comme tu dis, par exemple, nous on s'est un petit peu retrouvés, on vit un peu des fois un ascenseur émotionnel malgré tout dans ce milieu, c'est-à-dire que on est convaincu, on avance, on a des projets, on le fait à 200% et puis des fois on a des gros coups de frein parce qu'on sait pas toujours où on va et ce qu'on va nous permettre encore de faire. C'est ce qui est compliqué, je trouve, dans cette voie. Et justement, j'ai une question par rapport à ça, c'est si on enlève toute considération juridique ou même financière ou quoi, est-ce qu'il y a des produits où vous auriez envie d'aller, des gammes de produits que vous ne faites pas actuellement? Notamment sur les fleurs, c'est-à-dire le choix des variétés déjà de base. Pour avoir vous iriez hors catalogue, vous feriez des trucs plus fun. TBG. Ouais, des plantes, des variétés avec des potentiels CBD peut-être plus importants. Enfin, on en parle, c'est-à-dire que ça parle de ça, mais tu te freines. Et et on n'est pas du coup concurrentiel avec ce qui vient de l'extérieur où au final ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent. C'est hyper ralent en fait. C'est frustrant. Donc effectivement ça nous permettrait d'avoir des propositions peut-être même plus actives. Mais bon, pour le moment. Pour nous faire la vente, c'est un énorme discours avant de faire des ventes en fait. Alors quand on est avec Léa sur les marchés, ça passe très bien parce qu'on a le discours. On se rend bien compte que parce qu'on est sur pas mal de magasins locavore, bio, marché producteur, on se rend bien compte que quand on n'est pas derrière nous à faire le discours, il y avait moins de ventes. Il y a beaucoup moins de ventes. Il faudrait former énormément les gens, parce qu'ils n'ont pas que ça à vendre. Donc c'est beaucoup de discours pour. Alors je vais vous donner un exemple tout récent. Il y a une marque de CBD qui s'appelle Équilibre CBD qui vient d'être commercialisée du coup dans certains Monoprix de France, d'ailleurs un paquet de Monoprix. C'est vrai que sur les photos qu'ils ont partagées, on voit présente dans les magasins, c'est une femme. Et c'est vrai qu'une femme qui présente bien les produits, etc., ça passe peut-être mieux qu'un homme sur lequel on peut avoir des préjugés, notamment si le mec est un peu bourru, est agriculteur, etc. Enfin, c'est une femme, ça présente bien. C'est vrai que c'est con, mais c'est comme ça. Quand il est en rayon, le produit, il n'y a plus personne pour en parler. Et donc c'est un peu des fois la descente, on a des bons retours quand on fait les animations, les marchés, on fait Ça rassure en fait quand on voit dans des enseignes comme ça, Monsieur tout le monde est rassuré, ça devient un produit normal en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Moi c'est un discours que j'ai auprès de beaucoup de marques quand on parle, parce qu'évidemment nous on a un peu notre œil un peu de critique, donc on nous sollicite gentiment notre avis. Je crois beaucoup plus au chanvre qui est réinscrit par exemple dans les shops bio
comme quelque chose de, comment dire, dans quelque chose de plus grand que de vendre des produits chanvre ou CBD dans des produits qui seraient spécialisés à ça en fait. Le discours et l'éducation elle doit se faire dans ce sens-là, dans le sens où il faut remettre le chanvre dans ce cercle des plantes en fait. Complètement. Et je pense que c'est aussi une piste pour les ventes et du coup je suis pas surpris de votre discours, mais du coup quand on met des produits chanvre au milieu d'un marché bio, bah du coup ça choque personne et bien sûr il faut avoir le discours, l'éducation et tout, mais ça vient beaucoup moins en choc que si on ouvre une boutique de CBD en plein centre-ville quoi. Ouais, complètement. Ben justement, même, c'est-à-dire que dans notre démarche, notamment sur les shops, sur les magasins bio et des choses comme ça, on fait toujours une animation. Déjà pour que les personnes qui vont nous le revendre entendent notre discours. Souvent, c'est des plus petits magasins avec une clientèle fidèle. Donc, si on est là pour leur présenter une première fois, c'est déjà un premier abord du produit. Et en général, il est présenté, par exemple, si on parle des thés et tisanes, mais il y a aussi donc les huiles sublinguales et tout ça, avec les produits peut-être de spiruline, les extraits de bouleau, enfin vraiment dans le rayon bien-être. Parce que c'est dans cet ordre d'idées qu'on veut l'amener. Par ailleurs, les CBD shops, on a tendance à choisir ceux qui sont tournés vraiment vers le côté naturel et bien-être et qui parfois vendent aussi des huiles essentielles, des bourgeons de plantes qui se cantonnent pas forcément que au CBD finalement. Après, on se rend compte bien aussi que les CBD shops, nos fleurs, pour l'instant, les fleurs françaises, ils en veulent pas. Et qu'ils vont prendre un peu nos produits dérivés parce que voilà, notre marque est sympa, parce qu'elle est réfléchie. Les fleurs, c'est pas forcément là, on les vend. Nous, on représente les consommateurs. Notre projet, il est axé uniquement sous cet angle-là. Donc, quand on parle, on essaye de parler au maximum en leur nom, en toute transparence, humilité plutôt. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et c'est vrai que nous, par exemple, même d'un point de vue consommateur, on a mis le temps à se tourner vers les producteurs. Il y a toute une éducation à faire, alors que nous, on est déjà des personnes un peu plus au courant, on va dire. Le marché il est en train de se déporter peu à peu, quoi. Et je pense que même au niveau des shops, le discours change un peu. Enfin, nous, on essaie de le diffuser, en tout cas, de se tourner vers les choses un peu plus naturelles, les producteurs français. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, on a vraiment un exemple type. Une fois, on est allé démarcher, oui, on utilise les termes, parce que c'est quand même notre profession aussi, tout en étant, voilà, comme tu dis, dans l'humilité, le bien-être et tout ça. Mais donc, on est allé démarcher un CBD shop qui était vraiment tourné, CBD venant d'Italie, de Suisse, je pense, avec plutôt du indoor, avec des prix très compétitifs. Avec des prix très compétitifs. Regarde ce que j'ai, regarde là, c'est les petits pop-corn à je ne sais plus combien de centimes du kilo, enfin bref. Et on a vraiment, nous, on voulait pas se faire dévier et vendre à tout prix parce qu'on est sûr de notre qualité. Comme on disait, c'est une éducation aussi à faire. Donc, en discutant avec lui, on a dit, écoute, prends-en quelques-uns, tu proposes. Même s'il avait ses habitués, ses clients, comme tu dis, qui ont l'habitude du THC, donc qui veulent s'en rapprocher. Et tu proposes, tu vois les réactions, en fait, il faut tester. Et puis le retour, il se fera par lui-même et puis on en reparle. Et en fait, ça l'a ouvert à une nouvelle clientèle, quelque part, qui des fois pouvait avoir peur de rentrer dans le CBD shop. Des personnes aussi qui sont pas forcément les plus proches du THC, mais qui y viennent pour autre chose. Et ça a très bien fonctionné, en restant finalement dans notre éthique, nos tarifs aussi, parce que voilà, c'est pas non plus, faut en vivre. La braderie, quoi, ouais. Et puis on est en circuit court, on fait pas des quantités faramineuses, donc on peut pas non plus casser les prix comme certains le font. Enfin, et ça vient aussi sur la crédibilité et le sérieux et la qualité surtout, la qualité de ce qu'on fait. Ouais. Je voulais vous poser une question. Je suis tombé sur votre jeu de la graine sur votre site. On n'a pas eu de retour encore. Non mais franchement, conceptuellement, l'idée, c'est génial. Bravo. Ouais. On est sur du naturel, donc tu peux à tout moment tomber sur une graine. Puis on fait tout à la main, donc on peut en laisser passer une. Non mais tu vois, c'est quelque chose... s'il y a 50 chanvriers français qui travaillent sur le territoire, ils pourraient tous le faire. Vous êtes les seuls à le faire. C'est votre idée, quoi. Moi, je l'ai vu nulle part ailleurs. Eh ouais, c'est notre idée. Ça, c'est Arnaud. C'est mon homme qui, je pense qu'il s'est dit, ben voilà, c'est pourquoi être gêné, parce que c'est quand même,
il y a le soir, il y a des graines, enfin bref, je trouve pas mes mots, mais en fait, plutôt que d'être gêné, il faut l'assumer parce que ça fait aussi partie de la plante. Bon, nous, on en utilise notamment, comme elle parlait tout à l'heure, dans l'huile d'olive et l'huile de chanvre, on utilise aussi du coup l'extraction avec les graines, mais des fois, il y en a qui passent, ben ouais, mais la fleur est naturelle en fait, et puis comme elle disait, on l'a manucurée manuellement, et puis aux petites mains, ben, il y a des moments, il y a des oublis. Je connais un grower qui est un ami aussi, que je nommerai pas, mais il a dit il vaut mieux quelques graines dans un produit sain que pas de graines dans un produit complètement shooté. Ben voilà. On aime bien ton ami. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, sur leur site, ils ont une page jeu des graines où en fait, si vous trouvez des graines dans vos sachets, à partir de 10 graines, en fait, vous les renvoyez et vous avez 10% de réduction sur votre prochain achat. C'est simple, c'est con. Les graines, souvent, elles vont passer quand même au grinder, ou alors les gens vont les jeter, les mettre dans un sachet et ils vont pas les utiliser. Enfin. Après, on peut les poêler, les mettre dans une petite salade, c'est hyper bon pour la santé. Justement, vous, en tant que nutritionniste, vous devez le savoir, mais le top de la nutrition, t'as la spiruline, et juste après, c'est les graines de cannabis. Voilà. Ah non, mais c'est sûr, et au final, rien ne se perd, hein, quand c'est une plante c'est ça aussi, c'est une plante riche, et riche dans le sens où rien ne se perd, tu peux tout utiliser. Alors, on l'a pas forcément fait parce c'est le démarrage et on peut pas être partout. Mais si on pouvait faire quelque chose avec les graines nous-mêmes, ça pourrait être éventuellement une orientation future. C'est rien ne se perd, tout se transforme. Ouais, ça fait la conclusion rêvée. Les graines que l'on trouve, quand même, elles vont dans les tisanes, hein, parce que ça va pas à la poubelle, quoi. Le peu de graines qu'on retrouve, c'est... Oui. Le zéro déchet, jusqu'à la cuisine, zéro déchet normalement. C'est ça. Complètement. Par rapport aux consommateurs et ce que je disais avant, c'est vrai que avec les personnes avec qui on parle, que ce soit les producteurs ou même les entreprises, moi ce que je trouve, parce que je viens du marketing, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas forcément à qui ils parlent en fait. Ils ont un produit, mais ils savent pas vraiment à quelle audience ils s'adressent, etc. Je me mets souvent à la place de ma mère ou de ma grand-mère qui se retrouve face à ce truc de CBD et chanvre, et j'en reviens au même truc, mais si je les emmène dans une boutique CBD, il y a peu de chances qu'elles repartent avec un produit que si elles trouvent du chanvre dans une boutique bio, je suis pratiquement sûr, avec le bon discours, qu'elles vont acheter, quoi. Et je pense que vous avez mis le doigt, et c'est un peu la clé de voûte de plein de choses, c'est que vous avez mis le doigt, vous avez une approche nutritionniste, infirmière, et du coup, vous allez, la suite logique, c'est d'aller sur les marchés, quoi. Complètement. C'est d'aller là où les gens ont besoin, surtout. Non, mais il y a en fait, vous en rendez pas compte, mais vous faites un truc que tellement peu de gens font, en fait. Et je pense que de savoir aussi là où va son produit et d'arrêter de penser qu'il est un peu fait pour tout le monde au final, parce que genre on a fait le meilleur produit, etc. Et genre de savoir où le placer avec le bon discours. Et en fait, on se rend compte presque à 100%, tu vas le vendre en fait. Pour avoir connu des gens qui travaillaient dans des CBD shops et dans des smoke shops qui proposaient des produits CBD, le bon discours et le discours éduqué changent tout. Change tout. Moi vraiment, j'ai vu des gens de 80 balais, 90 balais repartir avec des produits CBD juste parce que le gars, il avait le bon discours. Le shop donnait pas spécialement envie, mais parce que le gars, il était impliqué, qu'il expliquait correctement, qu'il a pris le temps. Les gens, quand c'est bien expliqué, quand c'est bien présenté, c'est-à-dire que si t'es correctement sensibilisé à la chose, tu mords. Ouais, mais je pense que si tu te rajoutes une étape en plus que si tu vas sur les marchés ou quoi, ça, à mon avis, en termes de volume de vente, le contexte du marché va augmenter, va accroître cet effet-là. Mais c'est vrai que le discours éduqué et quelqu'un qui sait de quoi il parle, il te convainc, hein, c'est tout. Tu sais, pour rebondir, c'est vrai que, en fait, je sais même pas si on a mis le doigt, c'est-à-dire que nous, naturellement, si on devait travailler avec cette plante, c'est cette voie-là qu'on voulait, c'est-à-dire que c'est le bien-être et c'est vraiment justement qu'il soit abordable, voilà, comme tu disais, pour une personne de 80 ans, pour tout à chacun.
Et parce que c'est ça, avec ça qu'on était à l'aise aussi. Voilà, c'est là. On était à l'aise avec ça et c'est notre orientation. Donc effectivement, comme tu dis, c'est une éducation. Même si on apprend sur d'autres discours, etc. Nous, c'est celui qu'on porte, effectivement. Et la moyenne de nos ventes, c'est sur des gens qui ont entre 60 et 80 ans. Hein. Ouais, mais je suis pas surpris. Mais on a beaucoup de personnes plus âgées, voilà, avec des pathologies, avec des problèmes de sommeil, des angoisses, voilà, qui viennent discuter avec nous. On prend beaucoup de temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est toujours à deux sur les animations. Donc quand il y a souvent une qui décroche avec la personne qui a besoin de plus parler pendant que l'autre elle fait autre fois là. Vous faites naturellement quelque chose que beaucoup de gens oublient de faire en fait, et c'est pour ça que c'est bien aussi parce on a beaucoup de pros qui nous écoutent aussi, et on espère aussi pouvoir les conseiller eux autant qu'on peut. Pour moi, c'est un discours clair en fait, mais c'est pas encore. Aussi en France, il y a toujours un peu ce tabou, faire des ventes, faire du chiffre, faut pas trop en parler, c'est toujours marketing, tout ça, oh là là quoi. Par votre approche qui est celle qu'elle est et qui est du coup un peu médicinale, médicale, thérapeutique. En fait, vous avez toute une liste d'actions que vous mettez en place qui sont d'une suite logique, et je le répète, mais que peu de gens font encore, et quand tous le feront, le marché sera plus sain aussi quoi. On est beaucoup aussi dans la dégustation, c'est-à-dire que nous, les gens, même s'ils viennent boire une tisane, manger un bout de gâteau pour goûter, ils vont faire leur tour dans le magasin, ils reviennent nous voir pour discuter, voilà. Une petite anecdote sur parce qu'on fait notamment les salons bien-être ou les marchés aux fleurs, parce que finalement c'est vrai c'est une chance, c'est de l'horticulture et en même temps c'est un terrain de jeu, effectivement. Et une petite dame, on avait donc fait nos cookies avec notre fameux mélange à cookies, on en avait cuisiné pour faire la dégustation, et qui prend ce cookie, elle va se promener au milieu des autres stands, puis elle revient 10 minutes après en allant voir Karine, oh là là mais ils sont trop bons, puis je sens l'effet, hein. Bon ben je vais vous acheter des fleurs pour aller les cuisiner elle-même finalement à domicile. Donc bon, bref, c'était assez rigolo. Pareil, moi j'ai aussi une anecdote, c'est parce que forcément quand j'ai commencé à faire testeur de CBD un peu plus gros, que ça a pris que voilà, j'ai aussi dû dire à mes parents quoi que j'avais un site sur le chanvre et tout ça, même s'ils connaissent un peu mon historique, mon historique de fond de classe. mais c'est vrai que du coup au début ils ont eu un peu le même discours, un peu sans doute que vos enfants. Et puis après coup, en fait, ma mère, je sais plus pourquoi, elle est allée chez ma grand-mère et elle a trouvé l'huile de CBD. Elle a dit bon là, c'est moi qui suis hors sujet, c'est pas toi qui T'as complètement raison. C'est elle qui s'est sentie un peu out of date quoi. Et du coup mon histoire de blog et de compagnie s'est passée vachement plus. Ouais, mais comme quoi. Ouais. Du coup, ça l'a remis. Elle s'est dit waouh, en fait, c'est moi qui suis un peu à la masse là, faut que je m'actualise. Après, nous, on se retrouve avec beaucoup de personnes, quand on fait des animations, qui nous regardent en disant, mais je vais prendre une tisane, mais je vais pouvoir conduire. Donc voilà, il faut aussi aller détraumatiser ça, voilà, les rassurer. C'est assez rigolo, hein, des fois, les réactions des gens. Alors, il y a la personne de 80 ans, on essaie de la convaincre, qui va nous répondre, mais j'en prends déjà depuis 5 ans. Et là, tu tombes de haut, et puis tu as la personne qui va te dire, bah non, mais je conduis après, ça me fait peur. Voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est comme les sportifs de haut niveau ou même les gens des arts martiaux, ça fait longtemps qu'ils utilisent du CBD, donc ça les fait rire doucement le petit boom là. C'est la lutte ou le basket, ou aux États-Unis ils ont le droit, non? La NBA, ouais, ils sont plus détectés, ouais. Ah oui, ils le recherchent pas dans les tests. Non, ils ont arrêté, ouais. C'est plus un produit de dopage. Ok, ouais. Et ce qu'on peut percevoir aussi, c'est que quelques médecins commencent à se tourner, c'est-à-dire qu'on a eu 2-3 personnes qui sont venues vers nous parce que à un moment donné, les médecins leur ont dit mais vous connaissez pas quelqu'un autour de vous, ou alors vous pouvez pas aller trouver du CBD. Donc c'est assez intéressant, ça reste très minime, mais il y a peut-être une ouverture aussi qui se fait là à ce niveau-là. Je disais, après on bosse aussi nous avec des thérapeutes en direct, c'est-à-dire que sans qu'elles aient nos créations chez elles nous recommandent si tu veux. Donc on a des parrainages en fonction des thérapeutes avec qui on bosse. Il y a beaucoup de CBD shops qui ont vu des gens débarquer avec des prescriptions du médecin. Ouais, ça c'est assez. Ouais, je sais pas si la prescription. Alors, c'est pareil, il y a ses limites. Hein. Nous, on reste prudente par rapport à complètement. S'il y a des traitements, si le médecin a dit vous prenez ça, c'est une chose. Mais quand quelqu'un vient vers nous en disant est-ce que je peux arrêter tel traitement, non, enfin. De ce que j'ai entendu, à chaque fois les prescriptions, elles servaient à rien.
Parce que c'est Ouais. pas des trucs qui sont remboursés. En fait, les gens, à mon avis, Oui. soit ils connaissent bien leur médecin, soit ils ont forcé la main du médecin en disant mais si, faites-moi une prescription. Le médecin ne mettra jamais des dosages. Nous, on s'est retrouvés dans une situation un peu, où du coup, on n'est pas allé jusqu'au bout. Une maman qui nous demandait, de par le psychiatre, qui envoyait son fils de 13 ans avec une hyperactivité, de venir prendre des huiles sublinguales à 30%. Donc déjà, nous, on fait pas du sublingual à 30%. On fait que du 5 parce qu'on travaille en full spectrum. Nous, on n'a pas voulu donner suite à ça. Parce que, cet enfant, on l'a pas rencontré. 30% pour démarrer. 30% sur un enfant. Nous, on ne vend pas du tout aux enfants. Enfin, voilà. Donc voilà. C'est une limite où même pour la conduite, le produit peut devenir dangereux, hein. Eh oui, Bien sûr. À partir de 20%, certaines huiles qui sont bien extraites, qui sont bien faites, ça a un effet sédatif assez costaud, hein. eh oui, oui. Ouais. Et tu sais, on a même un pharmacien qui nous a avoué en disant, ben voilà, on a quelques produits parce qu'on a bien remarqué qu'il y avait ce que tu disais, Un le engouement. phénomène, un engouement, mais il a avoué qu'il ne connaissait pas du tout ce produit, donc Ni les dosages. ni les dosages, ni donc même eux ont besoin. Bon voilà, je pense qu'il y a un potentiel pour les formateurs. Mais c'est un peu flippant en fait. Finalement, c'est même plus dangereux que d'aller sur un circuit court avec quelqu'un qui peut peut-être avoir un conseil plus avisé. Enfin, nous, on reste très très prudente, c'est-à-dire qu'on fait que du 5% déjà par choix parce on veut pas être sur de l'isolat, on veut être vraiment sur l'extraction de la plante dans sa globalité avec l'effet d'entourage qui est vraiment pour nous primordial. D'ailleurs, on se retrouve avec des gens qui prenaient du 30%, je dis des gens, je vois des personnes qui étaient sur du 30%. Quand on leur propose le 5, ils sont un peu dubitatifs et quand ils essayent, en fait, ils reviennent sur nous, en fait, sur du 5%. Parce que les autres molécules cannabinoïdes permettent de potentialiser l'effet. Il n'y a pas que le CBD qui permet des choses. Et justement, vous, en tant que nutritionniste et infirmière, avec l'huile de CBD, vous devrez avoir envie de faire 1000 recettes, quoi, genre un petit peu Non mais une déclinaison camomille, une déclinaison. eh ouais, mais pas que l'huile. Alors c'est ça aussi, on se freine parce que moi je me mettais à faire des bourguignons avec avec la fleur au lieu de Non, mettre mais le nous aussi, on en met partout, en hein, on va se le dire. Moi, je me suis fait des cataplasmes, j'ai broyé les feuilles, je mettais avec de l'huile, je me faisais des cataplasmes, je me masse avec des huiles, avec des huiles sublinguales, je me masse avec les huiles sublinguales, enfin voilà, on fait. Ouais. Parce que comme tu dis, ça c'est des projets certainement futurs parce que il faut prendre le temps, rencontrer les bonnes personnes parce qu'on va pas cultiver notre camomille, on peut pas tout faire. Donc c'est des choses qui prennent le temps. Donc effectivement, on part sur une base que l'on gère, que l'on contrôle. Et petit à petit, ça peut être des pistes, effectivement, d'avoir des huiles avec peut-être aussi plus agréables en bouche on On en reparlera. Oui, hein, on vous coupe, ça fait déjà presque une heure, plus d'une heure d'ailleurs, qu'on enregistre. Donc on va terminer là-dessus. De toute façon, entre nous, on aura l'occasion de discuter davantage. Donc merci French Touch CBD, merci à vous deux, Karine et Léa, donc merci. Et Arnaud et Nico dans l'ombre. Et Arnaud et Nico dans l'ombre. Donc merci à vous quatre et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Et puis on se retrouve pour un futur épisode de nos podcasts. Super, Bientôt. merci beaucoup de votre accueil. Merci de votre Merci, sympathie salut. et merci de donner la parole. Et c'est super. Merci à vous.